Alors maintenant, j'entre dans le vif du sujet. Donc dans cette première plénière, Fitzgerald l'a dit, il nous faut accoster et faire quelques constats. Alors, des questions se posent. Est-ce qu'on est bien conscient de l'état de notre planète, notre terre nourricière, et surtout de l'impact de nos choix? Est-ce que nos entreprises, nos échanges, notre rayon d'action doivent rester à l'échelle du monde encore? Est-ce que la mondialisation n'atteint pas ses limites? Et puis l'argent, il faut en parler, même si on est des cathos qui rechignent à parler d'argent, eh bien là, on va en parler de l'argent et faire ce constat que la finance prend quand même beaucoup de place dans nos décisions, dans notre monde entrepreneurial. Et puis enfin, parler de nous, hommes et femmes, créés à l'image de Dieu. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu perdu notre boussole? C'est un peu dans le thème. La méditation du 3e jour en préparation de ces assises, qui était proposée par le père Vincent Cabanac, commençait par ces mots, assaillis par d'apparentes contradictions. Il est difficile de savoir ce que nous devons demander à Dieu pour nous, nos proches, l'Église et le monde. Nos attentes méritent d'être confrontées à la volonté divine. Sont-elles dans le plan de Dieu? Alors on va essayer de placer notre plénière sous le regard du Seigneur. Et pour essayer de répondre à toutes les questions que j'ai énumérées, je vous présente mes 4 invités. Le navigateur Stéphane Le Diraison, l'expert en innovation durable Dimitri Carbonel, bonjour. L'économiste Mathieu Deschessart et le prêtre Pascal-André Dumont. Je les inviterai à parler successivement et puis ensuite il y aura un petit moment d'échange parce que je pense qu'ils ont des regards à croiser sur ces différents thèmes. C'est Stéphane Le Diraison qui démarre. En bon breton, on parle encore des bretons, il aime la mer et navigue depuis toujours. Il est à la fois ingénieur et sportif de haut niveau. En 2020, il a bouclé un tour du monde en solitaire en 95 jours. Stéphane, vous allez nous parler de l'état de la mer sur lequel vous alertez depuis plusieurs années, notamment dans le cadre du projet que vous avez créé, Time for Oceans. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Pauline, pour cette introduction. Et tout d'abord, je tiens à vous dire que je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui lors de ces assises et que je suis vraiment heureux de pouvoir vous apporter mon témoignage. Alors oui, effectivement, je suis breton. J'ai grandi au bord de la mer. Et pourquoi c'est important de le préciser aujourd'hui? Parce que moi, mon sport étant la navigation, il n'y avait pas de stade, il n'y a pas de gymnase. Le support, c'était l'environnement, la nature directement. J'ai commencé à l'âge de 6 ans. Alors, j'ai 45 ans, je ne suis pas si vieux. Je vous laisse en juger. Et vous voyez, en 40 ans, un peu moins de 40 ans, je suis témoin d'évolutions qui suscitent une certaine inquiétude. J'étais, en tant qu'ingénieur, responsable des énergies marines renouvelables dans un grand groupe français, donc assez investi déjà dans l'aspect environnemental. Et puis, j'ai basculé en tant que navigateur professionnel en 2016 pour une première campagne de Vendée Globe. Et lors de ce Vendée Globe, j'ai vu un certain nombre de choses. J'ai été témoin de certaines pollutions sur lesquelles je vais revenir. Et j'ai eu envie... déjà de retourner sur le Vendée Globe, puisqu'en 2016, j'ai été victime d'un dématage entre la Tasmanie et l'Antarctique, donc j'avais envie de finir cette belle histoire et d'y retourner en apportant mon témoignage et aussi en essayant de susciter l'envie de prendre sa part dans ce changement, cette transition vers ce qu'on appelle le développement durable, et en m'adressant notamment aux plus jeunes, mais aussi aux entreprises partenaires qui me soutenaient et bien sûr au grand public. Alors si on s'arrête un petit peu sur ce constat, alors j'ai juste pris quelques exemples. Je vais commencer tout de suite par le plus éloquent. Il y a une cartographie, là vous voyez, donc, du tour du monde. Alors c'est pas très très lisible, je m'en excuse, mais on voit qu'il y a un trait rouge avec des petites croix, c'est la limite de la position des glaces telles qu'elles étaient observées par satellite lors de mon Vendée Globe 2016. À mon retour de ce Vendée Globe, j'ai eu l'idée un peu saugrenue d'exhumer des coupures de presse, puisque dans les années 90, on n'avait pas Internet, donc on suivait le Vendée Globe via la presse. Et non pas qu'on puisse pas le faire aujourd'hui, mais on a plus tendance à se réfugier derrière les écrans.
Et étant fan des marins comme Alain Gauthier, Jean-Luc Vandenette, qui ont été d'illustres navigateurs sur cette course, j'ai superposé la carte de leur trajectoire avec la carte de la position des glaces en 2016. Et là, j'ai été parcouru d'un frisson parce que je me suis rendu compte que 25 ans étaient passés, qu'on n'était plus capable d'utiliser les mêmes routes. Pourquoi ? Parce que la banquise se fractionne, ça c'est quelque chose de naturel en soi, mais l'accélération du fractionnement due à la fonte des glaces et donc au réchauffement climatique est assez préoccupante. Je tiens à dire que ça c'est la carte de 2016 et qu'en 2020, malheureusement, ça s'est plutôt empiré. Notamment en Atlantique Sud, où on voit que la courbe jaune, qui est donc la trajectoire moyenne des bateaux du Vendée Globe 2020, dans les années 90, pardon, il y avait un énorme iceberg qui s'est rapproché des côtes de Géorgie du Sud, sous une altitude absolument inattendue. Donc, fort de ce premier constat, j'ai vraiment eu à cœur de créer ce projet Time for Oceans pour justement apporter ce témoignage et alerter en se disant, voilà, on entend beaucoup parler de ce réchauffement climatique. Certains sont plus sensibles que d'autres. Malgré tout, il y a des effets qui sont visibles, très visibles, même préoccupants. Alors, je vous ai parlé du réchauffement climatique. Il y a une autre image, donc celle qui est en haut à gauche, ce sont des sargasses. Alors ça, c'est une photo qui date du Vendée Globe 2020, à peu près au large des îles du Cap-Vert, si j'ai bonne mémoire, un petit peu avant. Alors, les sargasses sont bien connus, puisque Christophe Colomb, quand il va découvrir les Amériques, il est bloqué en fait dans la mer des Sargasses, donc il y a bel et bien ces algues existent il y a déjà 500 ans, mais le problème est leur prolifération. Leur prolifération, elle est due notamment à l'usage intensif d'engrais et de pesticides. Alors qu'est-ce que ça a comme effet concrètement ? Eh bien, il y a des nappes d'algues qui sont jusqu'à 2 mètres d'épaisseur qu'on peut croiser au milieu de l'Atlantique et de plus en plus au nord et de plus en plus près de nos côtes. Ces algues, elles arrivent notamment sur les côtes de Guadeloupe, de Martinique, allant jusqu'à sinistrer certaines plages. Et évidemment, ça étouffe la vie et c'est le marqueur de cette agriculture intensive. Je pourrais vous parler des pollutions plastiques, mais alors j'ai pas d'image parce que le plastique, qu'est-ce qui se passe quand il tombe à la mer ? Quand il est rejeté à la mer, il se fractionne en microparticules et donc on ne le voit pas. Et c'est un peu insidieux comme pollution parce que pour le coup on le retrouve tous dans nos assiettes, que l'on mange du poisson ou de la viande. En fait, quand le plastique se fractionne en microparticules avec l'évaporation de la mer et ensuite les pluies qui vont irriguer des cultures, donc fruits, légumes, mais aussi donc les animaux qui vont manger ces herbages vont pouvoir être contaminés. Et donc les spécialistes estiment qu'en France un individu ingère malgré lui en moyenne 300 grammes de microplastiques par an. Voilà, bon appétit. C'est assez troublant et ça commence souvent avec des petits gestes qu'on voit souvent malheureusement encore en ville, la personne qui va jeter son mégot. Ça m'arrive d'en interpeller, de essayer de leur expliquer, mais pourquoi ne pas utiliser un cendrier et le mettre dans une poubelle ? Oh, mais c'est rien, c'est la ville, c'est sale. Donc, quand j'essaye de leur expliquer, mais vous savez, ce mégot, il va se retrouver dans le caniveau, dans la rivière, dans le canal, dans la Seine, et y arriver en mer, et puis demain, ce sera dans vos assiettes et dans votre corps. Donc peut-être qu'il faut voir les choses différemment. Puis évidemment, tous les emballages qu'on utilise un petit peu à outrance. On parle de 8 millions de tonnes de plastique rejetées à la mer chaque année. Voilà, donc ça, ce sont des chiffres avérés, malheureusement. Et on peut estimer qu'à ce rythme-là, si rien ne change, d'ici 20 ou 30 ans, il y aura plus de matière plastique dans les océans que de matière vivante. Une dernière petite photo pour illustrer aussi un autre aspect de ce que j'ai pu observer. Alors, j'ai pas pris en photo le bateau, mais j'ai pris en photo en fait les lignes de filets qui illustrent le dramatique problème de la pêche industrielle. Alors, la pêche, évidemment, c'est quelque chose qu'on pratique depuis des millénaires et qui est nécessaire pour l'alimentation. Le problème, c'est quand elle devient industrielle. Alors, là, vous êtes sans doute un peu loin, mais croyez-moi sur parole, la ligne rouge du bas, c'est un filet qui fait 80 km de long. Et donc ça, c'est dans le proche Atlantique, et c'était un navire asiatique. Alors c'était un premier indice un petit peu troublant, c'est que, vous voyez où est la Chine, c'est un navire chinois. La distance parcourue pour venir pêcher, ça signifie quand même qu'ils ont un petit problème de ressources de leur côté, et donc ils viennent assécher aussi la ressource de notre côté.
Quel est le problème de ces gros filets? Bien sûr, c'est quand ils les relèvent, c'est fait sans discernement. Donc tout ce qui passe dedans, dauphins notamment, tous ces types d'espèces, est massacré. Donc je peux vous dire qu'en entendre parler, c'est une chose, mais assister au relevé d'un de ces filets, c'est quelque chose de terrible. Alors, ce que j'aurais dû dire d'emblée sur les océans, c'est que, vous le savez, ils représentent à peu près 2/3 de la surface du globe, et ils sont nécessaires à tous nos équilibres. L'équilibre, régulation des climats notamment, mais il y a un énorme rôle de régulateur pour le CO2, et on dit souvent, les spécialistes disent souvent qu'on leur doit une respiration sur 2. On parle beaucoup de la forêt amazonienne, qui est un des poumons de la planète. Les océans sont encore plus importants. Donc évidemment, on a besoin de les protéger, même si parfois dans un milieu urbain, on s'en sent un petit peu loin. En vérité, ils sont vraiment au cœur de la vie, au cœur de tous les équilibres. Et comment on les pollue, malheureusement, par notre activité à terre. Je voulais aussi quand même donner un message d'espoir, parce que si faire un constat un peu pessimiste comme celui-là, ça risque de vous rendre un petit peu pessimiste pour l'avenir. Mais on observe quand même que dans des zones où on fait des efforts, la vie reprend vite ses droits. Il y a des exemples concrets, pas très loin, par exemple en Méditerranée. Peut-être que certains d'entre vous ont eu l'occasion d'aller aux Baléares. Il y a des îles qui s'appellent les îles Cabrera, dans le sud-est de Majorque, qui sont devenues un parc naturel depuis 30 ans. Et c'est assez fascinant de voir comment les espèces se sont de nouveau multipliées. Alors, je ne dis pas qu'il faut que l'intégralité du globe devienne un espace naturel, mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit que quand on fait des efforts, ils sont couronnés de succès. Donc, Time for Ocean, c'est un message d'espoir pour dire qu'il est temps d'agir. Et comment dirais-je, en agissant, on obtiendra des choses très concrètes. Merci Stéphane. Comme on ne peut pas transformer l'ensemble des océans en parc naturel, est-ce que vous avez une idée de le pourcentage de la zone terrestre couverte par la mer qu'il faudrait sanctuariser? Je ne suis pas sûr qu'il faille sanctuariser, mais plutôt, même si ça peut paraître un peu utopique, mais moi je suis un rêveur, donc je veux y croire, en changeant nos comportements, et en particulier dans des pays riches, et oui, la France est encore un pays riche, nos comportements toutes les petites choses du quotidien peuvent avoir un impact. Donc évidemment, il faut agir à tous les niveaux, au niveau des pouvoirs publics, au niveau de l'entreprise et au niveau individuel. Donc les petits gestes du quotidien, acheter un petit peu différemment. Je vais illustrer ça par exemple sur la pêche. Si vous allez faire votre marché ce week-end et que vous voyez de la dorade sébaste, fuyez, c'est des poissons des grands fonds qui mettent 7-8 ans à atteindre leur maturité. On les pêche encore 5 ans, il n'y en aura plus. Donc ça veut dire qu'en tant que consommateur, on peut être un peu plus avisé. Et ça peut avoir des impacts qui sont très, très importants. Bon, c'est vrai un peu pour tous les sujets, mais moi je crois beaucoup plus à ce chemin vertueux qu'à les sanctuariser des parcs, des zones qui sont très difficiles à mettre en œuvre et qui font grincer des dents. Et puis avec le dérèglement climatique, la météo est perturbée, les événements météo sont plus intenses et vous avez forcément traversé des grosses tempêtes violentes qui font peur, qui vous font vous sentir tout petit. Vous m'avez dit en préparant que vous aviez presque vécu une expérience spirituelle lors de l'une de ces tempêtes. Oui, on peut même parler d'expérience spirituelle tout court. Hein. Je pense qu'on n'aurait pas de mal à imaginer qu'on s'en retrouve 95 jours tout seul dans un bateau, qui est une espèce de boîte à chaussures en carbone de 18 mètres. On est livré, on est seul face à soi-même. Donc c'est une espèce de forme de retraite, un petit peu longue, et évidemment il y a des phases d'introspection, des phases de méditation, des morceaux de vie qui sont très spirituels. Déjà, je pense que la première chose, c'est que ça m'a permis de bien prendre conscience de ma position sur cette terre, c'est-à-dire très humble. On se sent tout petit, parce qu'aujourd'hui on voyage d'un claquement de doigts en avion, on arrive à l'autre bout du monde, et là d'un seul coup on prend la mesure du temps, on prend la mesure de l'espace et de la puissance des éléments. Donc on se sent tout petit, première chose. Deuxième chose, c'est qu'on se sent bien seul, évidemment, solitaire, et on réalise que les choses n'ont de sens que si elles sont partagées. Déjà, cette course, je n'aurais pas pu la faire si je n'avais pas eu une équipe qui me soutenait, des partenaires, évidemment, et puis un public
parce que plusieurs fois pendant cette course, je me suis dit, mais en fait, s'il y avait personne avec qui partager cette aventure, elle n'aurait aucun sens. Donc ça permet aussi de se resituer au sein des humains, si j'ose dire. Et puis évidemment, il y a cet aspect très spirituel qui a été très intense au milieu de l'océan Pacifique, où j'ai eu des tempêtes cataclysmiques. C'est un autre aspect du dérèglement climatique où on voit des contrastes extrêmement, extrêmement forts. Et alors là, c'était même limite. J'avais des vagues de 10-12 mètres, avec des périodes très, très, très faibles, qui neigeaient, etc. C'était un peu l'apocalypse. Et là, je me sentais clairement en danger et je me suis connecté à mon ami, le père Barthélemy, qui est de la paroisse Sainte-Cécile à Boulogne-Billancourt, que je connais bien. Et donc, je l'ai appelé, je dis, bon, Barthélemy, là, il faut que tu m'aides, que tu me guides, parce que je ressens vraiment plus que jamais le besoin d'une réflexion profonde de la prière pour surmonter cette épreuve. Et la bonne nouvelle, c'est que je l'ai surmontée puisque je suis là. Et que, comme tous les obstacles qui se présentent à nous, quand on les surmonte, on en retire beaucoup de choses, beaucoup d'enseignements et beaucoup de bonheur. Un grand merci. On enchaîne avec Dimitri Carbonel, à ma droite. Oui, également inquiet face à l'état de notre planète. Oui, mais avec quelques idées de solutions. Voilà, donc c'est pourquoi il a rejoint The Shift Project, un plaidoyer pour le climat. Dimitri est expert en innovation durable et nouvelles technologies. Il est conférencier et consultant et il propose des solutions, il vient de le dire, pour réduire notre impact environnemental et améliorer notre impact social. Il ne faut pas l'oublier, dans un monde de rareté, c'est vous qui le dites. Il est également l'auteur de 2050, Crash ou Renaissance. Je vous laisse la parole. Oui, bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être parmi vous et on va aborder d'un sujet que Stéphane a très bien abordé, qu'on a abordé auparavant, qui est effectivement le réchauffement climatique ou le changement climatique. Alors on voit bien qu'on n'en parle quasiment pas durant les élections présidentielles. C'est un petit peu gênant, on va le comprendre et on le comprend déjà pourquoi. Juste pour rappel, l'année dernière, en août, le GIEC a dit qu'il y avait un réchauffement climatique de 1,1 degré. Et il y a de fortes chances qu'on dépasse les 2 degrés d'ici quelques décennies. Et pour rappel, là aussi, ces 1,1 degrés sont entièrement liés aux activités humaines. Et c'est assez logique, parce qu'en fait, pour fabriquer, pour transformer, pour transporter, eh bien, on a besoin d'énergie. D'énergie principalement carbonée, donc des énergies le gaz, le pétrole. Et évidemment, ces énergies sont des gaz à effet de serre, donc ça réchauffe l'atmosphère, et donc, évidemment, ça a un impact direct. Il y a d'autres conséquences, on va le voir dans le slide qui suit, il y a d'autres conséquences à cela. Ça a des impacts aussi environnementaux, notamment la chute de la biodiversité, ça a aussi des impacts en termes potentiellement de catastrophes naturelles, et puis aussi de pénurie et de hausse de prix de matières premières. Juste pour vous donner un exemple, donc, il y a beaucoup, effectivement, vous êtes des dirigeants d'entreprises, je suis certain que parmi vous, il y en a qui ont subi la pénurie de semi-conducteurs. Il se trouve qu'à Taïwan, il y a eu une sécheresse en avril 2021 qui a exacerbé cette pénurie. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de beaucoup d'eau pour produire des semi-conducteurs. Et cette eau, d'abord, il a fallu rationner des Taïwanais et réduire aussi la ponction au niveau agricole. Et de l'autre côté, on a dû réduire aussi donc, la production de semi-conducteurs. Autre exemple, au Chili, même problème. Sécheresse, on a dû réduire donc, la production de mines de cuivre, qui évidemment est aussi le nécessaire pour l'électrification. Parce qu'évidemment, ça faisait concurrence à des usages locaux. Plus proche de nous, là, en Allemagne de l'Ouest ou en Belgique, il y a eu des inondations qui, elles aussi, évidemment, il y a des industries qui se sont arrêtées et qui ne sont pas juste devenues reflorissantes juste quelques jours après l'inondation. Donc on voit qu'il y a des conséquences à ça qui, ensuite, induisent une pénurie donc et hausse de matières premières qui d'ailleurs font que il y a même une décroissance entre guillemets du chiffre d'affaires, du PIB, etc. à cause de ces éléments-là. Donc on voit aussi, aujourd'hui on le voit, ce qui se passe en Ukraine a aussi des conséquences qui sont similaires. Pénurie ou de hausse de matières premières, de l'énergie, du gaz, du blé. Et la question qu'on peut se poser, c'est
est-ce qu'on est préparé à ça? Est-ce que notre société sait s'adapter à ça? Sachant que ça va être de plus en plus fort. Donc, alors on pourrait se dire, vous avez entendu parler, il y a eu un plan de résilience qui a été annoncé par le gouvernement, il y a 15 centimes en moins pour l'essence, il y a un blocage aussi donc, du prix du gaz. Bon, on devine bien, c'est court-termiste, on ne va pas, grâce à ça, parvenir à survivre pendant 5, 10, 20 ans, c'est pas possible. Après, à la décharge, effectivement, de ceux qui sont en place sur le plan du gouvernement, en fait, quand on parle de préparation, il n'y a pas grand monde qui est préparé. Et là, il y a un deuxième rapport du GIEC qui a eu lieu, qui est sorti il y a très peu de temps, dont évidemment personne n'a parlé, et qui dit qu'on n'est pas du tout adapté à cela. Et d'ailleurs, dès aujourd'hui, il y a environ 50% de la population mondiale, soit environ 3 milliards, un peu plus de 3 milliards de personnes, qui sont dans des zones qui sont fortement vulnérables aux inondations ou d'autres éléments comme ça. Alors, si maintenant on se place du côté de l'entreprise, eh bien, il y a un double effet ciseau. Enfin, il y a un effet ciseau qui se passe. Parce que d'un côté, ces pénuries ou ces matières premières qui coûtent de plus en plus cher, eh bien, ça augmente les coûts. D'autre part, il y a aussi, et c'est à juste titre, les salariés qui demandent à évidemment être payés plus, ce qui fait que les coûts au total, évidemment, ça augmente. De l'autre côté, les entreprises, je pense que tous ici, vous le savez, c'est compliqué de répercuter ça directement à vos clients. Donc, ce qui est quand même un peu problématique pour les entreprises, ce qui veut dire, enfin, c'est une façon de dire, il vaut peut-être mieux être bénéficiaire et faire une décroissance de 10-20% que de décroissance de 100%. Enfin, ça, donc, la faillite n'est pas la meilleure des solutions. D'ailleurs, il y a aussi certaines entreprises qui ne veulent même plus produire parce qu'il leur manque juste un petit chip, un petit composant, et donc ils ne peuvent plus du tout produire, ce qui est un peu problématique. Alors, comment est-ce qu'on peut comment on peut faire par rapport à ça? Eh bien, la première chose, c'est d'en prendre conscience. Il y a un exercice que vous pourriez faire dès lundi, c'est de réunir, alors peut-être des membres du COMEX, mais pas uniquement, mais aussi des salariés, des gens qui sont du middle management, des gens qui sont dans les ressources humaines, des commerciaux, des personnes qui sont dans le secrétariat, plein de fonctions différentes. Et vous leur posez 3 questions. Première question, quelles sont les ressources critiques dont on a besoin? Deuxième question, si ces ressources critiques, vous voyez leur prix multiplié par 3 ou par 4, ou si on n'en avait plus pendant, je sais pas, une semaine, un mois, un an. Qu'est-ce qui se passerait? Troisième question, c'est comment est-ce qu'on peut faire, justement, si ça arrive? Comment peut-on s'adapter par rapport à ça? Et là-dessus, eh bien, alors, c'est une piste que je propose, mais il y a plein d'autres idées potentielles. C'est ce que moi j'appelle une organisation en boule de Guy. Et c'est fondé en fait sur le livre que j'ai écrit, donc une société boule de Guy. Alors, vous voyez, les boules de Guy, donc on voit notamment des peupliers, aussi des chênes. Et en fait, les baies représentent les différents territoires. Les connexions entre les différentes baies représentent en fait les relations d'entraide, de coopération entre les différents territoires. Et l'arbre et les branches, en fait, c'est les organes centraux, donc ça peut être par exemple l'État, qui va alimenter justement ces réseaux de territoires en financement, mais c'est pas uniquement ça, c'est aussi en termes d'outils, de formation, d'éléments, de donner un cap aussi, pour que, en fait, l'État soit vraiment au service de ces territoires maillés pour créer, en fait, des réseaux qui puissent s'adapter aux différents bouleversements qu'on va avoir par la suite. Alors maintenant, si on adapte ça, ou plutôt on traduit ça côté entreprise, eh bien, ça signifie qu'on est une organisation qui est décentralisée, qui puisse être polyvalente, qui puisse aussi survivre, je dis bien survivre, avec les ressources locales. Ça ne veut pas dire nécessairement être rentable avec ce qu'il y a autour de soi, mais de pouvoir survivre. C'est un point important, la survie. Et par rapport à ça, il y a plusieurs axes qui peuvent être mis en place, qui sont tout simples. Ça peut être bien sûr de réduire les gaspillages, mais au-delà de ça, d'avoir une sobriété énergétique, d'avoir une sobriété en termes de matières premières. Et puis après aussi de mettre en place donc une économie, ce qu'on appelle une économie circulaire. Donc ça veut dire par exemple de prendre des déchets, les transformer en ressources, mais ça veut dire aussi voir les entreprises ou les autres organisations qui sont autour de soi, qui disent ok, quels sont tes déchets
Est-ce que je ne peux pas les utiliser comme ressources, plutôt que d'aller les partir extrêmement loin pour pouvoir les récupérer? Et de pouvoir justement ensuite, après, derrière, au moins avoir un minimum de résilience sur le plan local. Alors, tout ce que je vous ai dit là, certes, c'est important. Mais quelque chose encore de plus important que ça. C'est qu'on voit qu'il y a énormément de bouleversements qu'on va vivre. Et pour surmonter ces bouleversements, pour espérer, pour avoir foi en demain, il y a quelque chose, et d'ailleurs la guerre en Ukraine nous le rappelle, qui est encore bien plus important, c'est d'avoir de la solidarité, de l'entraide et de la coopération entre nous. Et c'est ça, ce ciment-là, dont on a absolument besoin pour la suite, si on veut effectivement aller et surmonter justement tous les bouleversements futurs. Je vous remercie. Merci. Selon vous, Dimitri, les entreprises doivent entrer dans une démarche de coopération, de mutualisation, pas seulement les entreprises, mais on parle des entrepreneurs, et de mutualisation de proximité, de préférence. Est-ce que vous en voyez déjà des beaux exemples pour illustrer votre propos? Alors oui, il y a pas mal, et on le voit, alors il y a quelques exemples qu'on voit notamment à travers ce qui s'est passé lors de la Covid, où des entreprises ont transformé leur outil industriel pour, par exemple, créer des masques ou du gel hydroalcoolique. Il y a d'autres entreprises qui transforment, par exemple, aussi des masques en potentiellement matière plastique pour après derrière, parce que ça sert à rien de faire les choses jetables, mais ça peut être du mobilier urbain ou d'autres éléments comme ça. Ou dans le domaine du textile, qui est un gros polluant, c'est de partir d'éléments textiles, de pouvoir le réutiliser, notamment s'il y a le CETI à Lille qui réalise ça, les transformer en nouvelles matières pour qu'on puisse leur transformer potentiellement en d'autres vêtements ou en d'autres produits. Donc le point, c'est vraiment que les entreprises, au lieu de dire « Ah bah tiens, je prends obligatoirement de la matière vierge parce que c'est plus simple », au moins commence, je ne dis pas que c'est évident de le faire sur l'ensemble, mais au moins commence à se dire « Ok, je vais commencer à diversifier, je vais commencer à prendre des matières qui sont autour de moi et de voir si je peux les utiliser et puis après le transformer pour produire autre chose. » Et il y a un autre point, parlant juste aussi, c'est en termes de modèle économique. Il faut apprendre aussi à changer de modèle économique ou apprendre à développer de nouveaux modèles économiques, c'est-à-dire un modèle économique qui soit tourné vers l'usage. Donc ça veut dire notamment peut-être plus de réparation, plus de reconditionnement, plutôt qu'une économie ou un modèle économique qui est fondé sur la vente, qui est essentiel parce que s'il vous manque un composant, vous ne pouvez plus vendre. En revanche, vous pouvez toujours faire de la réparation ou d'autres choses. L'économie de la fonctionnalité. C'est exactement ça. Je sais que vous êtes candidat aux élections législatives dans les Yvelines. Oui, quel sens ça a dans votre démarche, dans votre engagement? Alors, comme vous devez le voir, je suis quelqu'un d'assez passionné par... de manière générale, mais aussi par ce sujet-là, pas mal d'engagement, parce que j'ai changé notamment l'entreprise qui était vraiment sur les nouvelles technologies, qui est retournée vers la partie beaucoup adaptation au changement climatique. Donc je suis shifter au Shift Project, j'ai écrit le livre, ça m'a pris 2 ans. La question, c'est comment est-ce que je peux aller plus loin? Comment est-ce que moi, les idées que je propose, je peux potentiellement essayer de faire changer les choses, avoir un discours, peut-être en parler. Et je me suis dit, je vais tenter ma chance. Alors je vais être franc, c'est loin d'être évident, mais je vais tenter ma chance, au moins pour avoir une voix sur ce sujet-là aux élections législatives. Et peut-être qu'à la limite, que je gagne ou que je parte, c'est pas le sujet. Le point, c'est est-ce qu'on parvient à diffuser ce message auprès de d'autres, quel que soit le parti, mais aussi auprès de personnes qui sont, d'individus, d'entreprises, diffuser ce message pour aussi apprendre à s'adapter et éviter aussi de se tirer une balle dans le pied comme on le fait actuellement. Merci beaucoup, Dimitri, pour vos réponses. Alors, il n'est pas encore engagé en politique, je m'en assurais juste avant. Il est économiste, Mathieu Deschessart, docteur en gestion, agrégé, professeur au laboratoire d'économie et de management de l'Université de Nantes. Vous êtes également membre fondateur du groupe de recherche anthropologie chrétienne et entreprise. Et vous attirez aujourd'hui notre attention sur l'hyper-financiarisation des modes de gouvernance de nos entreprises. Oui, merci Pauline.
Écoutez, bonjour à tous. Moi, je suis ravi aussi de venir participer à cette séance d'ouverture des assises des EDC. Je suis toujours très impressionné et réjoui de voir tant de monde. C'est très, très impressionnant. Écoutez, je suis très content et en même temps, pour tout vous dire, quand même un peu écrasé par la question qui nous est posée. Savoir dans quel monde nous accostons, j'ai bien peur que ça dépasse assez largement mes compétences, mais je vais essayer, en n'excluant pas de me tromper, évidemment, de vous partager quelques convictions personnelles en sortant de cette crise. Écoutez, première chose qui me semble à moi évidente, c'est que finalement, la triple crise dans laquelle on vit, c'est-à-dire à la fois la crise sanitaire, dont on n'est pas encore tout à fait sorti, la crise écologique, sur laquelle mes deux collègues sont beaucoup revenus, mais également la crise ukrainienne, premier effet, dans quel monde ça nous fait accoster? Ça nous fait accoster dans un monde dans lequel certaines thématiques essentielles dont on ne parlait plus depuis une quinzaine d'années sont revenues au cœur du débat politique. Comme jamais, cette triple crise nous fait prendre conscience que les questions d'indépendance nationale, de souveraineté économique, de relocalisation de notre production, de circuits courts, sont des questions tout à fait essentielles. Autant dire qu'il y a 10 ans, quand vous parliez d'indépendance nationale ou de souveraineté économique, vous étiez au mieux un néandertalien, au pire un terrible extrémiste. Aujourd'hui, absolument tout le monde en parle. Dans la crise sanitaire, c'est pas mal de savoir fabriquer des respirateurs. Dans la crise sanitaire, c'est pas mal de savoir fabriquer des médicaments. Quand on ne sait plus faire ça, on est effectivement très fragile. Dans les crises géopolitiques qui existent encore, nous avons encore des ennemis qui nous menacent. C'est la fin de l'histoire, hein. Nous sommes effectivement menacés. Eh bien, en cas de guerre, c'est pas mal effectivement de n'être pas complètement dépendant de nos ennemis sur nos approvisionnements essentiels. Enfin, la crise écologique, nos camarades en ont beaucoup parlé. Il est bien évident que une des premières raisons de cette crise écologique, les pollutions et les émissions de CO2, elles sont étroitement corrélées à l'explosion du commerce mondial sur les 40 dernières années. Donc évidemment, relocalisation, circuit court, c'est une des façons très importantes, évidemment, d'être capable de traiter la crise écologique. Donc il y a là une opportunité, je crois, on remet au cœur du débat des thématiques qui effectivement n'y avaient plus leur place, et finalement tout le monde en parle. La question, c'est ces opportunités vont-elles se transformer? C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on va vraiment aller vers la mise en place de solutions nouvelles, traiter la crise climatique, relocaliser, privilégier les circuits courts, etc. Eh bien, peut-être, mais en même temps, c'est pas tout à fait sûr. C'est pas tout à fait sûr. Pourquoi? Parce que ces transformations possibles en sortant de la crise, il me semble qu'elles sont sous une contrainte systémique extrêmement importante, dont on a peu parlé pendant ces crises, et une contrainte systémique qui, me semble-t-il, sort renforcée de la crise sanitaire, et cette contrainte systémique, c'est la financiarisation de nos économies, qui était là avant la crise, mais qui sort renforcée de la crise et qui pèse de tout son poids, évidemment, sur les possibilités de transformation des entreprises. Alors, financiarisation de l'économie, en deux mots, pour ceux qui l'auraient oublié, de façon très caricaturale, qu'est-ce que c'est? De quoi on parle? On parle d'un formidable changement des modes de gouvernance de nos entreprises, et particulièrement de nos grandes entreprises, qui a eu lieu sur les 40 dernières années, qui n'a été débattu nulle part, qui est un sujet un peu technique, qui n'a fait jamais l'objet d'un débat démocratique un peu sérieux. Qu'est-ce que c'est que cette financiarisation? C'est à la faveur de la libéralisation de la circulation des capitaux sur l'ensemble de la planète, nous avons assisté à un changement finalement de l'actionnariat de nos entreprises. Alors que nos grandes entreprises en Europe étaient traditionnellement aux mains, en fonction de nos modèles, soit de grands investisseurs de type État, de type famille en France, soit d'investisseurs locaux et enracinés de type House Bank en Allemagne, c'est-à-dire des investisseurs, que ce soit des États, des familles ou des House Bank, des investisseurs qui sont enracinés dans un territoire et qui sont préoccupés par la pérennité de long terme de l'entreprise, qui sont préoccupés par le service de leurs clients, qui sont préoccupés également par l'enracinement dans un territoire dont ils dépendent. Eh bien, on a vu effectivement ces actionnaires traditionnels de nos grandes entreprises sortir du jeu et être remplacés massivement par des grands fonds de gestion internationaux. Et ces grands fonds de gestion internationaux portent une toute autre politique stratégique dans nos entreprises. Ces grands fonds de gestion internationaux, suite à la libéralisation des capitaux, ces grands fonds de gestion internationaux complètement déterritorialisés, ils se livrent une bataille à l'échelle planétaire pour collecter une épargne planétaire. Pour attirer cette épargne planétaire, évidemment, ils proposent à leurs épargnants un rendement maximum. Venez chez nous,
achetez nos produits, nous vous donnerons du 4, du 5 ou du 6%. Et c'est comme ça, évidemment, sur ce marketing financier, qu'ils attirent évidemment les épargnants. Vous comprenez bien que quand ils ont promis des rendements importants à ces épargnants pour capter cette épargne à l'échelle mondiale, eh bien lorsque de la main droite ils investissent dans les entreprises, ils ne peuvent plus demander à ces entreprises qu'une seule chose, de leur livrer rapidement le profit maximum qui leur permettra de tenir évidemment les engagements qu'ils ont pris auprès des épargnants. Voilà de quoi on parle quand on parle de financiarisation. Ce qui a conduit au cours des 30-40 dernières années à ce que je vous propose d'appeler une véritable déformation de l'économie, une véritable inversion de l'économie. C'est-à-dire, alors que traditionnellement le profit est cette chose extrêmement importante et centrale dans la vie des entreprises, qui est un moyen tout à fait nécessaire pour servir ses finalités, le service de ses clients et pourquoi pas le service de la société, eh bien suite à la financiarisation, évidemment, le profit qui était le moyen nécessaire au service des finalités de l'entreprise, eh bien ce moyen est devenu la finalité essentielle, évidemment, des entreprises et pèse de tout son poids sur la vie des entreprises, y compris lorsque l'obtention de ce profit peut menacer la pérennité à long terme des entreprises. Donc on a un système dans lequel le moyen, le profit, est devenu effectivement la finalité essentielle de l'entreprise et qui pèse de tout son poids sur l'épaule des dirigeants. Les dirigeants n'en peuvent mais, c'est pas une question de vertu, les dirigeants sont vertueux, évidemment, ils le sont même souvent beaucoup plus que les universitaires. C'est pas une question de vertu, ils sont pris en revanche dans un système, effectivement, qui leur montre la recherche du profit comme constituant de plus en plus l'alpha et l'oméga de leur politique. Celui qui le dit le mieux, c'est Jean Peyrelevade. Vous vous rendez compte, pas un marxiste, pas un révolutionnaire. Jean Peyrelevade, l'ancien patron du Lyonnais, le principal soutien de François Bayrou. On est loin de Marx. Et que disait dès 2005 Jean Peyrelevade dans un bouquin qui s'appelait Le capitalisme total? Il tirait la conclusion qu'au terme de cette financiarisation des modes de gouvernance de nos grandes entreprises, il nous disait: les dirigeants des grandes entreprises ne sont plus que les serviteurs des actionnaires dont ils poursuivent l'enrichissement. Et il ajoutait: aucune autre préoccupation ne peut plus inspirer leur action. Aucune autre préoccupation ne peut plus inspirer leur action. Cette financiarisation, elle sort renforcée de la crise. Il me semble que les politiques que nous avons conduites face à la crise, notamment la crise sanitaire, loin d'étouffer cette financiarisation, l'a servi. Pour quelle raison ? D'un côté, je ne vais pas être trop technique, d'un côté, nous avons eu des politiques de facilitation monétaire, le fameux quantitative easing, qui a conduit les banques centrales, et notamment la Banque centrale européenne, à arroser effectivement nos banques de second rang de monnaie et à maintenir des taux extrêmement bas. C'est-à-dire une liquidité énorme mise sur les marchés, accessible à bas prix, qui permet aux investisseurs, aux gros investisseurs, de continuer à investir. Donc de l'argent et de l'argent pas cher. De l'autre côté, les États, le fameux quoi qu'il en coûte, sont venus à la rescousse de nos entreprises pour garantir leur survie, leur profitabilité et leur possibilité de redémarrage. Vous comprenez que ce double effet, à la fois des masses de capitaux peu chers et de l'autre côté des entreprises qui sont protégées de la faillite par des États, a évidemment créé un effet d'aubaine absolument extraordinaire pour les investisseurs. Ils pouvaient emprunter pas cher, des masses de capitaux à investir dans des entreprises dont la rentabilité et la sortie de crise étaient sécurisées par les États. Et donc évidemment, effet de levier tout à fait extraordinaire, j'emprunte pas cher sur une rentabilité que je vais pouvoir obtenir sur des entreprises qui ne sont plus menacées par la crise puisqu'elles sont protégées par les États, le fameux quoi qu'il en coûte. Effet d'aubaine absolument extraordinaire qui évidemment n'a pas éteint la financiarisation, mais là au contraire accéléré, pression encore plus forte évidemment sur les profits. Donc évidemment, il n'est pas du tout sûr que les préoccupations, qu'elles soient écologiques, d'autres préoccupations que vous connaissez bien en tant que dirigeant sur lesquelles je ne suis pas revenu, mais de transformation des modes d'organisation du travail, de reconnaissance des invisibles, des premiers de corvée, etc. Il n'est pas du tout sûr que dans ce contexte-là, d'une financiarisation encore accrue, on ait les moyens et l'indépendance stratégique, y compris dans les entreprises, pour la mettre en place. Je crois au contraire qu'une des choses qui risque de s'accélérer, ce sont, si on n'y prend pas garde, quelques-uns des effets pervers de cette financiarisation. Il y en a beaucoup, j'aimerais en citer qu'un. Cette financiarisation et cette pression effectivement mise sur les profits des entreprises, de temps en temps au détriment même des fidélités, elle a provoqué notamment quelque chose que les économistes connaissent bien, que l'on appelle pompeusement une déformation dans le partage de la valeur ajoutée des entreprises. C'est-à-dire que suite à la financiarisation, on se partage différemment les richesses que l'on crée aujourd'hui dans nos entreprises. Depuis 40 ans, ce que l'on constate, c'est quoi? Cette grande déformation, c'est que dans la richesse créée par les entreprises, une part de plus en plus importante va aux actionnaires et une part de plus en plus faible va aux salariés. Autrement dit, évidemment, si on distribue plus de richesses aux actionnaires et moins aux salariés, eh bien, on enrichit les plus riches et on appauvrit évidemment les classes moyennes et les plus pauvres.
avec un constat absolument terrible, une contradiction essentielle se niche au cœur de la financiarisation. Vous comprenez bien que si vous enrichissez les plus riches et que vous appauvrissez les classes moyennes, eh bien, que se passe-t-il, évidemment? Eh bien, vous êtes en train d'effondrer la demande de ceux qui consomment des classes moyennes, puisque vous ne leur relivrez plus une part importante des profits. Et le risque, effectivement, c'est qu'il n'y ait plus personne pour consommer vos produits. Plus personne pour consommer ces produits. Cette financiarisation, pour éviter cette contradiction et faire en sorte évidemment qu'on ait encore des gens pour consommer alors que ce qu'on leur donne en termes de richesse est moins important, eh bien vous savez ce à quoi elle a conduit? Elle a conduit à des risques majeurs et systémiques aujourd'hui de nos économies, pour essayer de continuer à doper une demande que l'extrême modération salariale venait menacer. Qu'est-ce qu'on a fait? Selon les cultures nationales, aux États-Unis, on a proposé aux ménages de s'endetter et de s'endetter de plus en plus pour soutenir la demande, explosion de l'endettement privé. Et si l'on est un pays comme la France, pour soutenir la demande, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a, via l'État et la sécurité sociale, fait exploser les revenus de transfert, c'est-à-dire évidemment les aides sociales en tout genre, pour que les gens puissent continuer effectivement à consommer. Et donc la solution évidemment de la financiarisation, c'est l'explosion de l'endettement, aussi bien l'endettement public pour soutenir la demande que l'endettement privé. Endettement privé beaucoup plus important dans nos économies que l'endettement public et certainement beaucoup plus dangereux, puisque si vous regardez, toutes les dernières crises ont été des crises non pas de l'endettement public, mais de l'endettement privé, voire la crise des subprimes. Juste un mot aussi pour conclure sur la culture que ça produit. Évidemment, cette recherche des profits, elle produit une culture tout à fait particulière, qui à mon avis est aussi vectrice, pourquoi pas, de crise sociale, et je pense que le père reviendra aussi sur ces dimensions-là. Elle produit une culture tout à fait particulière. C'est cette recherche effectivement du profit maximum dans des pays dans lesquels les classes moyennes susceptibles de consommer sont déjà très installées, très confortablement, consomment beaucoup. Si on veut que ces classes moyennes qui sont déjà très installées dans la consommation consomment plus pour qu'on puisse faire des profits, il faut effectivement innover de façon permanente, réduire la durée de vie des produits, sortir constamment des nouveaux produits, l'alimenter avec un marketing absolument terrible qui convainc les gens qu'ils n'en ont pas assez, qu'ils ne sont pas encore satisfaits, qu'il y a de nouveaux biens qu'ils vont pouvoir acheter, qu'il reste des choses dont ils peuvent encore jouir, qu'ils ne jouissent pas encore assez. Et d'un côté, évidemment, quand vous dites aux gens qui ne jouissent pas suffisamment assez qu'il y a encore des choses sur lesquelles ils peuvent tirer profit, et que de la main droite, vous les payez de moins en moins, eh bien vous entretenez évidemment une frustration absolument terrible de ne pas pouvoir participer aux standards de vie qu'on leur montre à la publicité, sur les écrans à longueur de temps. Et donc ça crée deux choses, soit une course encore supplémentaire à l'endettement, et l'endettement privé a explosé en France ces dernières années, soit évidemment, éventuellement, l'envie de se mettre un gilet jaune et de dire que c'est plus possible, quoi, que c'est plus possible. Merci, Mathieu de Tessa. Alors, Mathieu Deschessard, merci. Vous décrivez une véritable lame de fond, sans vilain jeu de mots. Comment est-ce qu'on freine cette financiarisation de l'économie qui, vous l'avez dit, profite à quelques-uns et épuise les autres, finalement? Est-ce qu'il y a des solutions rapidement? Alors, très rapidement, c'est très compliqué, évidemment. On est vraiment dans une question systémique et qui dépasse très largement mon imagination et toutes mes compétences, mais deux, trois mots. Je crois tout d'abord, il ne faut pas se tromper. Je le disais tout à l'heure, mais je crois qu'il faut rassurer... Enfin, on est sur une question de système et pas une question de vertu. Encore une fois, nous pouvons tous individuellement dans nos entreprises, notamment dans les PME et les ETI qui échappent très largement à tout ça, nous pouvons évidemment tenter d'être vertueux et les dirigeants le sont. Mais je crois qu'on n'attaque pas les systèmes à travers uniquement cette vertu. Deuxième chose, il y a quelque chose qui est très installé, qui sont les volontés de vous savez, les politiques de responsabilité sociale des entreprises, etc. Elles ont leur intérêt, elles sont belles, elles sont très limitées. Pour vous donner une idée, une étude du Centre de recherche en finance de HEC Paris l'année dernière a sorti une étude en montrant que plus les entreprises font de la RSE, plus elles sont menacées par les fonds activistes. Parce que les fonds activistes repèrent les entreprises qui affichent leur RSE comme étant des entreprises qui n'ont pas tout à fait optimisé effectivement leurs coûts et leurs moyens et dans lesquelles il y a du profit encore à récupérer. Donc effectivement, ça donne envie. Non, je crois que ce contre quoi il faut essayer de jouer, et ça c'est très délicat, c'est extrêmement délicat, c'est non seulement la question de la mobilité du capital à l'échelle mondiale et la question de l'accès au conseil des fonds activistes. Et là, il y a des choses à faire modestes et qui sont
assez peu dans le débat public, et je le regrette. À quoi on peut penser? On peut penser à des choses dont on parle de temps en temps, mais qui sont par exemple le changement de l'accès et du vote dans les assemblées générales ou la participation au conseil d'administration, en faisant dépendre par exemple l'obtention des droits politiques de l'actionnaire de sa durée d'investissement dans l'entreprise. Je ne peux avoir des droits politiques de l'entreprise que si effectivement je m'engage en tant qu'actionnaire plein et entier et pas en tant que simple investisseur. Ça, c'est effectivement une première solution. Deuxième solution, et là-dessus on a un peu avancé évidemment, c'est d'être capable d'opposer un peu mieux qu'on ne le fait, non seulement l'intérêt social de l'entreprise, mais aussi le service du bien commun aux seuls objectifs de profitabilité des actionnaires. Ça, on commence à avancer là-dessus à travers la bien faible raison d'être, mais à travers la un peu plus construite juridiquement mission des entreprises, et là je renvoie à l'entreprise à mission, fruit de la loi Pacte. Enfin, on peut penser aussi probablement des formes de gouvernance de nos entreprises qui fassent plus de place à d'autres parties prenantes que celles des actionnaires. Je pense à une, notamment ce vieux serpent de mer dont on parle depuis 40 ans en France et sur lequel on n'arrive pas vraiment à avancer, qui est notamment le modèle allemand, celui de la Mitbestimmung, de la codétermination à l'allemande, dans lequel je rappelle que dans les grandes entreprises, dans les conseils de surveillance, sont présents à parité des actionnaires des représentants des salariés. Dont il faut dire peut-être pour conclure que ce modèle de la codétermination, qui est certainement pas une panacée, parce qu'on voit que nos amis allemands n'ont pas du tout échappé à toutes les problématiques que j'évoquais là, mais je rappelle quand même que cette Mitbestimmung, cette codétermination qui conduit à donner une place à la partie prenante salariée très importante dans les conseils de surveillance, eh bien c'est le fruit du capitalisme rénan, c'est-à-dire c'est le fruit du capitalisme catholique, et que les catholiques sociaux en Allemagne n'ont pas été pour rien dans la détermination, dans la mise en place de la codétermination dans les lois de 49 et 51, puisque lors des Katholiken-Tages en Allemagne dans les années 50, les catholiques se faisaient les fervents promoteurs de cette participation des salariés au board des entreprises, au motif que leur légitimité ne venait pas de la propriété, mais venait de leur dignité de travailleur, chaque travailleur étant, comme le dit Jean-Paul II, un créateur et quelqu'un qui doit avoir le sentiment de participer et de travailler à son compte. Donc il y a des choses à faire. Merci. Merci Mathieu Detchessa. Alors, je pense que vous l'avez entendu, il y a des éléments de la doctrine sociale chrétienne qui émergent dans les solutions. Peut-être qu'il va aussi s'en approcher. Notre dernier orateur, tant Pascal André Dumont, prêtre, titulaire d'un master en droit et d'une licence en droit canon. Vous êtes économe général de la communauté Saint-Martin, cofondateur du fonds d'investissement éthique Procléro. Vous avez créé aussi en 2015 le comité d'éthique Pro Persona. Je l'ai découvert, qui diffuse, c'est une super opportunité, qui diffuse chaque mois un cahier thématique gratuit pour rendre accessible la doctrine sociale de l'Église. Et allez voir sur Internet Pro Persona, les thèmes traités dans les cahiers sont hyper tentants, vous allez voir. Dont Pascal André Dumont va nous parler aujourd'hui de la crise, parce que aujourd'hui, maintenant, parce que tout à l'heure, il revient de la crise de l'homme dans son agir et dans son être. Oui, merci Pauline. Bonjour à tous. Toujours très heureux d'être dans le cadre des EDC, en particulier à ces assises tant attendues. Merci pour la pub pour les cahiers Pro Persona, c'est super. De fait, vous avez dit tout à l'heure, Pauline, que les crises que nous constatons, que ce soit la crise écologique, climatique, la crise économico-financière, sont des crises lame de fond. Eh bien, il y a aussi une crise lame de fond qui est la crise anthropologique et qui est peut-être aussi pas si facile que ça à percevoir et à mesurer. Alors, Monsieur le maire du Havre, tout à l'heure, nous disait qu'on pouvait dire ce qu'on voulait aux statistiques, c'est pas tout faux, mais j'en donne quand même une, juste pour que nous soyons lucides, même si nous pouvons appréhender cela de nos propres yeux. En France, 23% de la population française est sous antidépresseurs. Ça fait pas mal, hein, ça fait beaucoup. Donc l'homme et la femme ne vont pas bien. Ne vont pas bien. Il faut être lucide sur cela. Il y a une crise de l'homme, une crise dans son être profond et une crise dans son agir.
Et j'aimerais juste relever, non pas pour être pessimiste, c'est pas mon tempérament en plus, mais pour être lucide, parce que ça c'est notre responsabilité. J'aimerais faire émerger les points, les lieux de visibilité de cette crise anthropologique. Peut-être d'abord dans l'agir de l'homme, parce que c'est la partie extérieure, celle qu'on peut appréhender en premier. Il me semble qu'il y a un premier point qui est essentiel, c'est la crise du politique. Heureux d'entendre que Dimitri va s'engager aux législatives. Je pense qu'effectivement, on constate quand même dans notre société, alors que Aristote dit que l'homme est un animal politique, il participe, il doit participer au bien commun de la société, à la construction de ce bien commun. On constate quand même dans notre société une déception par rapport aux politiques, un désintérêt qui vient mettre en danger le modèle démocratique. On sait bien que si le modèle démocratique disparaît, il y a toujours un risque de voir un pouvoir autoritaire émerger. Et pour que le modèle démocratique puisse fonctionner, il faut un peuple, bien sûr, il faut un peuple éduqué, il faut un peuple qui sache réfléchir, il faut un peuple qui soit informé et non pas manipulé, il faut un peuple qui ait dépassé son propre individualisme, qui soit capable de se tourner vers le bien commun, qui ait aussi dépassé la chimère de l'intérêt général. Un peuple qui ait une culture du vote, un peuple qui ait une capacité d'engagement. Donc il n'y a pas de démocratie sans tout ça. Et donc ça pose beaucoup de questions sur l'éducation, sur la formation, sur la préparation d'une génération à l'action et à l'engagement politique. On a bien cru que pendant longtemps que la mondialisation était capable, par l'interpénétration des économies à l'extrême, de garantir la paix. Et on est bien en train de constater en ce moment, avec la guerre en Ukraine, que la mondialisation ne suffira pas à garantir la paix, et que quand les pays pauvres se font la guerre, tout le monde s'en fout. Mais quand les pays riches se font la guerre, le risque, c'est la guerre mondiale. Et nous flirtons avec ce risque depuis le 25 février. Donc il y a un enjeu sur l'agir de l'homme. Il y a cette crise du politique aujourd'hui. Un autre domaine, c'est la crise du travail, toujours dans l'agir de l'homme. L'homme a un rapport particulièrement conflictuel avec le travail. Soit le travail est idéalisé, il faut que le travail soit capable, c'est très vrai dans la jeune génération, le travail doit être capable de me donner tout ce dont j'ai besoin, doit contribuer absolument à mon épanouissement en toute chose. Donc évidemment, on sait bien que c'est pas comme ça. Donc beaucoup de déceptions. Ou pour d'autres, le travail est vraiment la contrainte à éviter et vivre le revenu universel pour qu'on puisse rester tranquillement dans notre canapé. Donc on constate qu'il y a beaucoup de souffrance et de mal-être au travail. On ne parle même plus des statistiques sur les burn-out. Pourtant, dans l'histoire de l'humanité, on n'a jamais si peu travaillé et on n'a jamais eu d'aussi bonnes conditions matérielles de travail. Donc ça pose vraiment une question de fond sur cette crise du travail. Autre crise dans l'agir de l'homme, c'est la crise de la relation. Et même de la relation dans ce qu'elle a de plus fort, de plus puissant, qui est la crise de l'amour, simplement. On voit que les relations virtuelles prennent de plus en plus le dessus, alors moins sur notre génération, qui avons été moins formés aux écrans, mais je pense à la nouvelle génération qui monte, qui est très marquée, absorbée même, par les écrans et donc par la relation d'abord virtuelle, avec des conséquences énormes sur cette pauvreté relationnelle, à la fois pauvreté en quantité, parce que les gens qu'on voit dans les écrans, ce n'est pas nécessairement des gens qu'on rencontre vraiment, pauvreté en quantité et pauvreté en qualité relationnelle, et puis surtout peu de relations objectives, les yeux dans les yeux, quoi. Peu de relations durables, parce que tout ça, tous les écrans, c'est le monde de l'éphémère et du zapping. D'où la difficulté aujourd'hui
pour beaucoup de monde de s'engager dans les relations. Bien sûr, dans le mariage, dans l'amour humain, hein, parce que l'amour humain, on ne le vit pas à ce niveau-là. On pense d'abord aux sentiments, aux émotions, aux passions, et on sait bien que les sentiments, les passions, les émotions, tout ça, c'est très éphémère. Difficulté, donc, de s'engager dans la relation interpersonnelle. Et puis, il y a la crise. Il y aurait d'autres choses à dire hein, sur l'agir de l'homme, mais ça me semble être 3 points importants. Il y a la crise de l'homme aussi dans son être plus profond. Une crise d'identité. Le premier élément, je pense, c'est la difficulté à reconnaître l'objectivité de la vie biologique à respecter dans son début et dans sa fin. C'est toute la question, et qui n'est pas d'aujourd'hui, de l'avortement et plus récemment de l'euthanasie. Ça, c'est le premier point. C'est aussi après la difficulté à accepter l'objectivité des limites liées au début et à la fin de la vie biologique. C'est toute la question de la procréation artificielle, et c'est toute la question, de l'autre côté, sur la fin de vie, sur le transhumanisme, hein, vaincre la mort, dépasser la mort par les nouvelles technologies. Ensuite, cette difficulté à reconnaître la spécificité de la personne humaine. Hein, c'est le courant du véganisme, hein, où c'est un antispécisme. On considère qu'il y a, pour le véganisme, une seule espèce qui est le vivant. Hein, l'homme est un vivant parmi les autres et à égalité avec tous les autres. Donc même respect pour la personne humaine. Je prends un extrême, pour le moustique. Eh oui, c'est ça, le véganisme, au fond. La volonté aussi de nier l'objectivité de l'identité sexuée du corps humain. C'est toute la théorie du genre, hein, qui estime qu'il revient à chacun, subjectivement, de déterminer son identité sexuelle, d'en changer quand il le veut, voire de ne pas la déterminer du tout. Ensuite, il y a une crise culturelle et civilisationnelle, qui est le refus de toute vérité objective, et presque de toute réalité objective, alors qui plus est, de toute évaluation morale. C'est plus possible de parler du bien et du mal. Donc on est dans une société relativiste. Et puis plus récemment, nous avons un phénomène qui arrive avec une certaine violence, qui est le refus de toute culture, jusqu'à déconstruire toute culture, jusqu'à réécrire l'histoire humaine, la cancel culture, ce qu'on appelle, et retenez bien ce mot pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le wokisme. Le wokisme, on pense que c'est d'abord une affaire américaine, malheureusement c'est une affaire française. Ce sont les philosophes déconstructivistes français, Foucault, Derrida, qui ont réfléchi, pensé cette théorie, qui est partie effectivement, a été saisie aux États-Unis, hein, en particulier a été exacerbée dans les universités américaines, que là-bas d'ailleurs ils appellent la French Theory, hein, et qui revient maintenant comme en boomerang en France, hein, en particulier. Donc c'est quoi le wokisme? C'est un extrémisme du subjectivisme, hein, qui rejette tous les conditionnements culturels et civilisationnels. Et au fond de cela, il y a la négation du principe même d'autorité. L'autorité, c'est positif, hein. L'autorité, c'est faire grandir. Donc c'est essentiel. L'autorité parentale, le père, la mère. Donc c'est refuser toute autorité, le principe même d'autorité, parce qu'il ne faudrait pas être sous influence. Donc plus d'autorité, ni les parents, ni l'école, ni les éducateurs, ni les enseignants, ni évidemment le politique. Et il y a une question que nous devons nous poser, quel va être l'impact du wokisme dans les organisations, et en particulier dans les entreprises. Il ne faut pas croire que les entreprises vont être préservées. Le principe d'autorité sera contesté dans les entreprises, et je vous invite, entrepreneurs et dirigeants chrétiens, à bien réfléchir, anticiper l'impact du wokisme sur vos organisations. Et puis, il y a la crise spirituelle, bien sûr. L'homme a perdu de vue qu'il a une âme. Il ne sait plus ce qu'est l'âme.
il ne perçoit plus son âme. Il ne fait plus l'expérience qu'il a une âme. Finalement, seul le corps compte, et ce qu'il y a de plus haut dans l'homme, c'est sa sensibilité, ses émotions, ses sentiments, qui deviennent facilement totalitaires, parce que c'est eux qui décident des choix de vie, des actes que la personne pose. Donc, l'homme et la femme ne savent plus vivre dans son esprit, qui est la fine pointe de son âme. Et en perdant la conscience de son âme, l'homme ne peut plus envisager que Dieu puisse exister. Et on peut affirmer, je ne crois pas en Dieu, quoi. Ben oui, c'est bien, mais ça suffit pas. Donc l'homme n'arrive pas à penser que Dieu puisse exister parce qu'il ne voit pas non plus comment il peut avoir une relation avec lui. Cette perte du sens de Dieu, de son existence, de la relation possible avec lui est la cause de cet enfermement de l'homme sur lui-même. Alors on comprend, si l'homme est enfermé sur lui-même, et Stéphane le disait tout à l'heure dans son expérience spirituelle sur son bateau, finalement si on est seul, on ne va pas bien. On ne peut pas aller bien. On ne peut pas aller bien. Cet enfermement sur soi va y avoir beaucoup de conséquences. C'est la statistique que je vous citais tout à l'heure, mais aussi plein de choses que nous constatons chez nos contemporains, en particulier la pusillanimité, c'est-à-dire l'envie de rien. Plus de désir, sauf celui que Matthieu a souligné, jouir, toujours plus. J'ai pas vu encore tous les pays du monde. Chouette, je vais prendre l'avion encore. La pauvreté relationnelle, terrible, et surtout, ce qui me frappe le plus, c'est la stérilité. Tous ces gens qui ne portent que très peu de fruits dans leur vie, alors que l'homme, la femme sont faits pour porter du fruit, et ils ont beaucoup de choses en eux qui leur permettent de porter du fruit, mais ils sont comme rendus stériles, justement par cette crise spirituelle. Voilà, donc c'est un enjeu parce que derrière tout cela, il y a des vraies personnes. Ce n'est pas des mots, c'est des vraies personnes. Il y a de la tristesse, il y a des désespoirs, et c'est vrai que je pense que tous les prêtres en particulier qui sont là, mais vous tous, chers amis, vous pouvez en témoigner, nous rencontrons beaucoup de gens désespérés, beaucoup de gens tristes, beaucoup de gens qui ne voient aucune issue, aucun chemin pour leur vie. Beaucoup de gens qui subissent leur vie. Donc il y a un vrai enjeu pour nous, les chrétiens, de tenir notre place. Nous n'avons pas, et c'est frustrant, hein, nous n'avons pas de baguette magique. On aimerait bien, en claquant des doigts, changer tout ça. Alors peut-être que Dimitri, s'il est élu, pourra changer tout ça. Souhaite. Il y a du boulot. Hein. Ça ne va pas être facile. Mais ce n'est pas seulement changer les lois. Même si. C'est changer l'état d'esprit. C'est changer la mentalité, c'est retrouver Dieu. Merci. Merci. Merci, don Pascal André Dumont. Alors, j'avais encore plein de questions, mais le temps passe très vite. Je vais en poser une seule à nos 4 invités pour conclure cette première plénière. À les entendre, on s'est beaucoup éloigné du Jardin d'Éden. Cette belle création que Dieu nous a offerte. On l'a un peu démembré, un peu saccagé. Alors, chacun, j'aimerais que vous me disiez par quoi on commence, chacun dans sa spécialité, évidemment, mais voilà, en 3 phrases, un acte fort qu'on peut poser. Qui veut démarrer? Pas nécessairement Stéphane Le Dirigeant. Je peux commencer si vous oui, voulez. don Pascal. Vous avez le temps de réfléchir, les gars. Eh bien,
je dirais, Monsieur le maire a insisté sur la sagesse en déroute. Il y avait dans l'alexandrin un autre petit mot avant, sur lequel il a passé vite fait. C'était le mot péché. Vous l'avez entendu, de Charles Péguy. Eh bien, ce mot-là, c'est quand même la première crise. C'est la première crise de l'humanité, c'est le péché. Et cette crise, elle traverse toute l'humanité, et seul le Christ pourra nous en sauver. Et donc, de quoi a-t-on besoin? La conversion personnelle d'abord. Dimitri Carbonel. Oui, en fait, aujourd'hui, nous sommes tous de plus en plus confrontés à une multitude de choix, presque trop de choix, alors qu'effectivement, auparavant, l'autorité disait bah, « tiens, tu vas choisir ça et ça », ce qui amène à ce qu'on appelle le paradoxe du choix. On ne le choisit plus. Comment sortir de ça? En fait, première chose, c'est se donner un cap. Ça peut être effectivement la foi, ça peut être, il y a beaucoup de choses, mais se donner un cap, d'être cohérent avec ce cap, et ensuite d'agir en fonction de ce cap, et pas tout seul, mais avec d'autres. Et si on arrive à se donner un cap ensemble, eh bien, nous arriverons à avancer. Si en revanche, nous restons dans cette question de « je ne sais pas quoi choisir, j'attends, il y a tellement de choses qui sont possibles », on n'avancera pas. Stéphane Le Diraison. Alors c'est vrai que c'est un beau défi de pouvoir relier cette question à ma pratique de la navigation de la course au large. Et merci d'ailleurs, Père, pour ce temps de réflexion supplémentaire pour répondre. Moi, ce que je pourrais répondre par rapport à ça, c'est qu'une des solutions, et encore une fois en le connectant à cette notion cette course au large, c'est le partage. Moi, ce que j'apprécie particulièrement quand il y a une course, c'est ce partage avec le public, avec les gens qui viennent nous voir, mais avec les gens aussi qui participent à la création de cette course, avec tous les partenaires. Et en fait, pendant ces moments de partage, finalement, on s'éloigne un petit peu de notre quotidien, on rêve ensemble, on partage les émotions ensemble, il y a aussi des belles notions de solidarité. Et je pense que ça peut être un joli vecteur pour progresser ensemble sur des chemins qui ne soient pas seulement matérialistes. Merci. Mathieu Deschessard, vous êtes le 4e. Vous avez beaucoup plus de temps que les autres. Allez-y. Oui, bien sûr. Et beaucoup moins de choses à dire, donc je vais être rapide. Merci Pauline pour cette petite question facile pour terminer. Non, mais peut-être ce que disait notamment le père me fait penser à ça. On pourrait peut-être l'importance des structures, des grandes structures de nos économies, de notre économie mondiale, etc., nous invite peut-être à méditer plus que jamais une notion, un concept qui est assez récent, je crois, dans la pensée sociale de l'Église, qui est la notion de structure de péché. Je crois ne pas dire de bêtises en disant que c'est Jean-Paul II qui l'a réintroduit, effectivement, dans la pensée sociale chrétienne. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette structure de péché? C'est que, effectivement, le Seigneur nous promet la libération de notre propre péché, mais il existe également, au-delà du péché individuel, des structures de péché qui ne sont jamais qu'une accumulation de péchés individuels, certes, mais qui elles-mêmes nous indiquent, nous poussent, nous déterminent, ce serait beaucoup trop fort, ça n'est pas ça, mais en tout cas nous montrent prioritairement effectivement le chemin du péché. Et je crois que ces structures de péché, il faut en avoir conscience, et il faut penser que là aussi on a un objectif politique pour chacun d'entre nous, et il faut pouvoir les attaquer et les mettre à bas. Voilà. Merci. Donc nous sommes bien dans la main de Dieu, mais tout ça dépend de nous. Alors bougeons-nous, créons ensemble un monde plus vertueux. J'irai partir sur la terre, le royaume de paix, de joie. J'irai porter la lumière là où personne ne va pour toi, ne va pour toi.